Bonjour à tous et à toutes les partenaires sociaux belges. Je suis ravie d'avoir au moins la possibilité de vous témoigner mon expérience et l'avis de notre comité de la société civile européenne, un avis qui était adopté cette année sur l'intelligence artificielle au travail. Et je commence par quelque chose qui est une déclaration. Les progrès rapide des systèmes d'intelligence artificielle et d'intelligence artificielle générative affectent le monde du travail et nos sociétés en général. Il n'est pas possible de faire des prédictions précises si ces changements seront positifs ou négatifs. Cela dépendra de la finalité, de l'adoption des systèmes d'IA, des décisions prises par les acteurs, tels que vous êtes, pour adopter des politiques ambitieuses et efficaces, ainsi que des cadres réglementaires qui favorisent les progrès sociaux, l'inclusion, l'égalité, la prospérité économique, la continuité et la résilience des activités, la création d'emplois décents et le respect des droits des travailleurs. Ceci a été la déclaration des partenaires sociaux, donc côté employeurs et syndicats, au dernier G7 qui a eu lieu en Italie en 2024. Et donc c'était les représentants du monde du travail dans les Labour 7 qui ont fait cette déclaration. Donc je pense que nous pouvons commencer à l'enseigne de ces propos, donc pas prédictibles, mais en fonction des politiques que nous voudrons mener, et aussi peut-être adapter des instruments législatifs pour qu'ils puissent mieux faire face à ces enjeux. Alors, une caractéristique de cette technologie, ce n'est pas la première technologie qui change le travail, c'est qu'elle est très rapide. Tellement rapide que, comme d'habitude, on a du mal à mettre en adéquation les droits qui vont avec. Et en plus, comme elle est très complexe, un peu opaque, un peu beaucoup même, il y a peu de débats dans nos sociétés, dans la société civile, et peu de dialogue social autour de ces questions dans les lieux de travail. Donc, je vous parlerai des lignes essentielles de l'avis dont j'étais rapporteur, qui, comme je vous disais, a été adopté en janvier par le Comité économique et social européen, en présence de la vice-présidente de la Commission européenne, Madame Minziato, qui est la commissaire en charge de l'emploi, de la qualité d'emploi et donc aussi de la préparation de l'Europe par rapport à tous ces changements. Alors d'abord, je commencerai juste pour faire un peu de clarté de quoi on parle et donc pour donner une petite définition de l'intelligence artificielle, à ne pas confondre avec les systèmes simplement automatisés qu'on a pu connaître par le passé. Et c'est une définition qui a été adoptée par l'OCDE et aussi qui figure dans les règlements sur l'intelligence artificielle adoptés cette année au niveau européen. Alors, qu'est-ce qu'elle est cette intelligence artificielle? Elle a trois caractéristiques assez importantes. Ces systèmes permettent une prise de décision automatisée. Automatisée, ça veut dire sans intervention humaine. Et donc précède avec un certain degré d'autonomie. Ça peut être complètement autonome, donc sans intervention du tout de l'homme, ou bien semi-automatisé. Et enfin, ces systèmes, dans le monde du travail, bien évidemment, interagissent avec les travailleurs. Ils sont influencés par les données que les travailleurs, avec lesquelles les alimentent, mais aussi influent, bien évidemment, sur le travail et la façon de le conduire. Donc ça, c'est quand même important de faire cette définition. Donc, décision automatisée, à un certain degré jusqu'à la pleine autonomie de ces systèmes et l'interaction importante avec l'homme et la machine. Donc, on peut dire que ces systèmes changent profondément le monde du travail, les conditions du travail. Je sais que vous avez un atelier là-dessus plus tard dans la journée, et l'organisation du travail, la hiérarchie des emplois et les jobs et les métiers eux-mêmes. Et juste aussi pour faire quelques données, quelques chiffres très simples, je ne vais pas m'étendre, il y a beaucoup de chiffres, mais sachez qu'aujourd'hui, les taux d'adoption global des entreprises européennes pour des systèmes d'intelligence artificielle explicites, c'est de 13%.
Donc 13% d'entreprises ont adopté des systèmes d'infrastructure organisés le travail avec ces systèmes-là. Mais sachez aussi qu'au moins minimum 50% des travailleurs l'utilisent, notamment l'IA générative, en cachette, hein, ce qu'on appelle les shadow AI. Et maintenant, je vais vous parler un peu des opportunités d'abord que cette technologie peut représenter. Et comme toute technologie, peut-être plus que les autres, et là, il y a des ambiguïtés et des effets ambigus, hein, comme on disait au départ, ils ne sont pas prédéterminés, ces effets. Donc, parlons d'opportunités d'abord. Donc, la réduction des contraintes physiques, l'aide dans les tâches chronophages, donc, par exemple, faire des comptes rendus ou préparer des fiches des postes pour les DRH, par exemple, pour trouver les bons candidats. Et des tâches aussi routinières, donc chronophages et routinières aussi, donc qui sont un peu tâches quotidiennes, donc elle peut réduire cette masse des contraintes. Ensuite, ces systèmes, si bien utilisés, bien déployés, avec, j'en parlerai plus tard aussi, l'implication plus importante des représentants des travailleurs, peuvent renforcer l'intérêt du travail, l'autonomie de la personne et les marges de manœuvre, peuvent améliorer l'organisation du travail et les gains, donc productivité si nous voulons, ou des gains en efficacité, et peuvent permettre aussi, si la finalité elle est la bonne, donc il faut aussi en discuter de la finalité, pourquoi on les adopte, ces systèmes, peuvent permettre la compétence, monter en compétence plus rapide des jeunes recrutés. Et donc peuvent aussi permettre de réduire les inégalités parce que les personnes nouvellement recrutées monteront plus vite et donc monteront aussi plus vite en rémunération. Je ne vais pas parler naturellement, je me concentre sur le travail, mais on peut avoir de l'optimisation énergétique, de l'innovation. Au niveau médical, je ne serai pas la dernière à dire tous les progrès que cette technologie peut permettre en radiologie avec des diagnostics très ciblés et qui peuvent permettre des thérapies médicales très personnalisées. Voilà, mais comme l'autre revers de la médaille, bien évidemment, cette technologie, comme je vous disais, est aussi ambiguë et peut produire des mauvais effets si elle est mal gérée, si elle est mal déployée, si elle est mal nourrie par des mauvaises qualités des données, peut produire des biais, des discriminations, des attentes aux droits fondamentaux comme la dignité ou le respect de la vie privée et, chose importante aussi, attente à la protection des données personnelles et collectives. Je vous donne un exemple de discrimination. Par le passé, un algorithme d'Amazon excluait systématiquement les femmes des CV qu'elles recevaient parce qu'il était entraîné sur des qualités qui étaient uniquement considérées comme appartenant seulement aux hommes. Donc vous voyez, ils ont dû corriger l'algorithme pour vous dire un exemple. Un autre exemple, c'est un exemple récent en France, mais aussi même chose s'est passé aux Pays-Bas, pays plus proche aussi de vous, qui a fait aussi tomber les gouvernements. Et c'est le fait qu'un algorithme qui était destiné pour détecter des fraudes dans les bénéfices d'allocations familiales. Par exemple, en on ne ciblait que les femmes, parents isolés, donc sans mari, sans conjoint, sans compagnon, et qui habitaient dans certains territoires de la France. Donc, vous voyez, c'était déjà une discrimination par rapport au ciblage. Voilà, donc selon ce qu'on veut faire à l'algorithme, il faut faire attention avec quelles données nous allons l'alimenter. Enfin, je vous disais, peut-être augmenter l'autonomie, mais peut-être aussi la réduire. Hein. Donc, on a vu qu'il y a des systèmes qui peuvent prendre des décisions tout à fait autonomes, sans intervention humaine, et donc questionnent la place et la responsabilité humaine, et aussi questionnent comment on explique des décisions qui sont prises par des machines qui fonctionnent avec des milliards de paramètres, et même si nous ouvrons les machines, nous n'allons rien comprendre à la façon dont ce système a décidé que ces salariés doivent être recrutés ou bien licenciés ou bien promus. Donc, ça pose quand même des questions qui sont assez nouvelles et éthiques aussi. Voilà, sur les conditions de travail, ces systèmes peuvent aussi complexifier les tâches et donc intensifier le travail. Si on est tout le temps à 24 heures ou 12 heures par jour sur des tâches extrêmement cognitives, les cerveaux ne se reposent pas, donc ça pose quand même des questions sur la santé au travail, sur l'hyperconnexion et sur la dégradation éventuellement de la santé mentale.
Et problème aussi très évoqué par les syndicats, hein, c'est la surveillance illimitée que ces systèmes peuvent permettre lorsqu'ils sont déployés dans des applications comme Microsoft 365, permettent tous les contrôles humains, quel site nous visitons, dans quel lieu nous nous trouvons, combien de fois nous frappons sur les claviers, donc à quelle vitesse nous allons. Donc, ils permettent vraiment un monitorage complet. Alors, sur l'emploi, c'est quand même la grande question. Quels sont les effets de ces systèmes, de cette intelligence artificielle qui sait faire beaucoup de choses sur le travail humain? Et donc, est-ce qu'il y a des choses précises? Alors, peut-être je vais vous étonner, on n'en sait rien. Précisément, on n'en sait rien. Donc, vous pouvez voir la slide derrière moi qui fait les prédictions. Hein. Donc, il y a les Fonds monétaires internationaux, des banques Goldman Sachs ou McKinsey, les cabinets McKinsey, ou la commission à l'IA à laquelle j'ai participé pour le gouvernement français, ou l'OIT. Les prévisions sont très différentes, entre 30% de l'FMI et 5,5% de l'OIT. Vous voyez, c'est pas la même chose. Et donc, nous devons être modestes parce que les effets sur l'emploi dépendront aussi des politiques que nous voulons mener et quel type de dialogue social nous avons, comment nous préparons nos salariés à monter en compétences pour pouvoir bien travailler avec l'IA, rester en compétences complémentaires avec l'IA et pas faire en sorte que nous mettons des machines pour remplacer les humains. Donc, selon aussi la finalité, si nous voulons complémenter les humains ou les remplacer, les effets sur l'emploi ne seront pas les mêmes. Donc, voilà, un peu de modestie, mais on n'a pas des boules magiques. Ce qui est important quand même de comprendre, c'est qu'il y a dans les pays à fort revenu, à haut revenu, comme les nôtres, des paradigmes qui disent pour 24% d'emplois dans ces pays-là, il y a une grande incertitude. Et d'autres disent, comme l'OIT, que de toute façon, il y aura un solde net, l'augmentation des emplois de 13%. Donc voilà, je vous laisse avec ces chiffres, peut-être aussi voir selon les branches, selon les secteurs, selon les pays aussi, qu'est-ce que ça va produire, et donc aussi des prospections nationales seraient importantes à ce niveau. Je veux parler aussi des plus que des emplois. Quand on parle d'emploi, c'est un peu difficile. Il y a des activités dans un emploi et ces activités peuvent plus ou moins être exposées à l'automatisation. Et dans ces cas-là, plus les taux d'automatisation des activités qui contiennent un emploi peuvent être automatisés, plus les périls ou les dangers que cet emploi disparaisse est grand. Donc on parle plutôt dans ces analyses-là, je vous ai montré tout à l'heure, plutôt des activités et pas vraiment des globalités d'emploi. Et c'est aussi important comme méthode. Mais ceci dit, il y a des métiers qui sont à risque, comme les secrétariats, les assistants, les assistantes, les comptables, les métiers de la création, hein, donc les journalistes, mais aussi des scénaristes. Vous avez suivi peut-être la grève aux États-Unis, des scénaristes, des acteurs, des doubleurs, ceux qui doublent la voix des acteurs. Donc tous ces métiers sont très à risque quand même parce que beaucoup de tâches sont automatisables dans ce qu'ils font. Et les compétences avec ça, quelles sont les compétences des demain pour lesquelles nous devons travailler? Donc, d'une part, nous savons que l'IA reproduira certaines compétences manuelles et psychomotrices, aussi des mouvements fins, ainsi que des compétences cognitives comme la compréhension, la planification et les conseils. Et donc, elle peut être complémentaire aux humains, comme je l'ai dit, et serait même souhaitable que cette complémentarité existe et soit même renforcée. Alors, les compétences nécessaires pour demain sont des compétences liées à la maintenance des systèmes d'IA, ainsi que celles requises pour
adopter, utiliser et interagir avec les applications d'intelligence artificielle. Donc ces compétences-là deviendront de plus en plus importantes demain. Et aussi la demande des compétences numériques de base et la science des données augmentera beaucoup. Par exemple, juste pour faire un état des lieux, aujourd'hui, il y a 47% des citoyens et des travailleurs en Europe qui n'ont pas les compétences de base numériques. Donc il y a quand même un vrai défi des formations. Et sera nécessaire aussi d'avoir des compétences cognitives et surtout transférables qu'on peut appliquer à tous les domaines et qui complètent au mieux ces systèmes d'intelligence artificielle, par exemple la résolution créative des problèmes, l'originalité. L'IA n'est pas originale, elle ne comprend pas ce qu'elle fait, hein, donc elle se base sur des statistiques, donc elle reprend plutôt des modèles standardisés, donc la créativité et l'originalité seront des atouts et l'humain peut posséder ces compétences et aussi des compétences importantes comme les compétences sociales et managériales. Voilà, donc je ne m'attarde pas, mais toutes ces compétences deviendront de plus en plus importantes. Il faudra les posséder de plus en plus par plus de monde et ça sera ça qui créera aussi la complémentarité avec des systèmes d'IA. Maintenant, je vais me focaliser un peu sur une question que mon avis a abordée en particulier et dont vous entendrez de plus en plus parler sur laquelle aujourd'hui le Parlement européen et la Commission européenne se penchent. C'est ce qu'on appelle la gestion algorithmique au travail. C'est quoi la gestion algorithmique? C'est des décisions qui sont prises pour les hommes et pour les femmes, donc dans les domaines des ressources humaines, ou presque sans intervention humaine, et donc sans l'intermédiation du manager, par exemple. Et donc, ces systèmes de gestion qu'on appelle algorithmiques, avant, ils étaient réservés aux plateformes, hein, donc les Uber, les Deliveroo et toutes ces entreprises des travailleurs sur plateforme, comme on les appelle, qui étaient gérés par la machine. Mais maintenant, ces systèmes de gestion s'étendent aux entreprises traditionnelles. Et juste pour vous donner un exemple, donc il y a eu quand même une enquête importante d'une fondation européenne dans les pays nordiques, donc auprès des 6 000 travailleurs, et tous secteurs confondus, les banques, l'assurance, les transports, la logistique, qui étaient soumis à la gestion algorithmique. Et donc, ces travailleurs témoigné des conditions de travail qui s'étaient dégradées, ils manquaient moins d'autonomie, ils avaient moins de contrôle sur leur activité et se sentaient aussi surveillés et donc fatigués à la fin de la journée avec des maladies notamment psychosociales. Et aujourd'hui, il y a une étude très récente que je me suis permise de prendre. 27% des travailleurs en Europe sont surveillés. Donc ça, c'est du management algorithmique, donc une surveillance sur leur travail. Et ça change beaucoup entre pays européens. Ça va de 12% en Grèce jusqu'à 40% des travailleurs surveillés en Belgique. Donc ça vous interpelle peut-être. Et donc ça, c'est sur les contrôles au travail qui est fait par la machine. Maintenant, si on prend les distributions des tâches, par exemple les emplois du temps ou qu'est-ce que tu dois faire et quand, c'est fait uniquement par la machine. Il y a aussi 27%, donc à peu près le même taux de travailleurs en Europe, qui sont soumis à cette allocation des tâches faites par la machine. Et c'est les salariés plus qualifiés qui sont exposés à ça, donc les cadres, souvent, comme on les appelle en France, à l'exception de l'Allemagne, donc c'est plutôt les cols bleus qui sont soumis à ce type de management. Et pour vous dire qu'aux États-Unis, 90% d'entreprises utilisent ce type de gestion pour toutes ces tâches qui vont de la surveillance à la distribution des rôles, à l'emploi du temps, au contrôle du temps travaillé, etc. Et 90% aux États-Unis d'entreprises utilisent cette gestion automatique. Donc vous imaginez que la vocation européenne, c'est aussi à une tendance à l'augmentation. Et donc c'est important
important qu'on en discute de cette gestion parce qu'elle adresse des questions un peu particulières. Par exemple, nous pouvons dire que la législation au travail européenne n'est pas tout à fait adaptée pour adresser ce type de gestion algorithmique. Et donc, ça pose des questions, des lacunes en Europe. Et c'est pour ça que nos recommandations au niveau de cet avis dont je vous parlais, l'avis qui a été adopté en janvier, sont notamment de cette ampleur. D'abord, nous disons qu'il faut renforcer les dialogues sociaux et l'implication des représentants des travailleurs lorsqu'on adopte ces systèmes et lorsqu'on introduit ces systèmes dans le monde du travail. Pourquoi? Parce que nous pensons que ces systèmes, avant de l'adoption, ils doivent avoir quand même une acceptation. Et doivent avoir la confiance des travailleurs. Donc, pourquoi nous adoptons ces systèmes? Pourquoi faire? Quels sont les impacts? Donc, il faut quand même dire, est-ce qu'il y a des impacts sur la discrimination? Est-ce qu'il y a des impacts sur l'égalité ou sur l'inégalité hommes-femmes, par exemple, du système que nous voulons introduire? Est-ce que nous pouvons donc l'expérimenter pour savoir si ça nous va de travailler avec un système comme ça? Et aussi la finalité, est-ce qu'il est adopté pour me remplacer, moi par exemple, ou bien pour m'aider dans mon travail. Et ça, vous voyez, ça fait quand même partie essentielle d'un processus démocratique de dialogue social, éventuellement des négociations collectives et d'expérimentation qui nous semble quand même très important. Et donc, voilà, aujourd'hui, nous pouvons dire qu'en Europe, le dialogue social, il est faible, la négociation collective sur ces enjeux, elle est assez faible, et il y a besoin de l'alimenter et de la renforcer. Et donc, il y a besoin aussi d'accélérer la formation des partenaires sociaux, parce que c'est une technologie très opaque, très complexe, on parle de l'algorithme, et donc, il peut être aussi rebutant pour des partenaires sociaux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas des mathématiciens comme moi, pour dire, mais voilà, il faut quand même que je sache à quoi je dois me former, à quoi je dois faire attention. Donc, on vous conseille clairement d'accélérer ces formations pour les partenaires sociaux, côté entreprise et aussi côté syndicat. Et aussi l'accélération de la formation des citoyens. On a vu qu'on n'est pas tous équipés pour travailler avec l'IA et que ça devient urgent parce que cette technologie se développe de plus en plus. Si on veut l'adopter de plus en plus rapidement, mais si on veut l'adopter rapidement, il faut aussi accélérer les contre-mesures qui peuvent permettre à des salariés de rester dans la course et à des travailleurs de rester dans la course. Donc ça, c'est une première recommandation très forte, dialogue social, implication des travailleurs et accélération des formations. Ensuite, il y a des choses plus spécifiques, dans mon avis, qui concernent la réglementation européenne, comme le RGPD, le Règlement général de la protection des données, qui méritent d'être adaptés à ces nouveaux mondes et à ces nouvelles pratiques, comme celle de la gestion algorithmique. J'ai dit aussi qu'il faut adapter et adopter l'AI Act, qui représente certes un grand pas en avant dans les législations dans le monde et en Europe, mais qu'il faut quand même mieux l'adapter au monde du travail parce qu'il n'était pas fait pour le monde du travail. Et enfin, j'ai dit aussi qu'il faudrait prendre un dispositif qui est celui de la directive des travailleurs des plateformes, qui travaillent déjà avec ces gestions algorithmiques et donc ont des recommandations très précises dans les chapitres 3. Mais comme ces pratiques s'étendent à toutes les entreprises, ces chapitres 3, il faudrait au moins l'étendre à toutes les entreprises. Donc vous voyez, il y a des propositions très concrètes, de mon avis, sur les législations. Nous avons déjà des pièces de législation excellentes en Europe, donc il faudra peut-être les résumer pour les adapter au monde d'aujourd'hui et au monde du futur que celui de l'intelligence artificielle. Et juste pour faire une actualité, donc le Parlement, comme je vous disais, se préoccupe de ces questions. Donc il y a un rapport en ce moment qui est en train d'être préparé, qui devrait être adopté par le Parlement européen en fin d'année, qui concerne un rapport sur l'IA et le monde du travail et les managements algorithmiques. Donc, je vous ai parlé, et la Commission aussi s'épanche pour voir s'il est opportun de prendre des initiatives spécifiques, législatives, au sujet de ces nouvelles pratiques au travail qui sont les managements algorithmiques. En conclusion, moi je dirais qu'il faut défendre en Europe la vision de l'humain au centre.
c'est un principe qui a été porté en Europe, dans tout le monde, dans le monde entier, adopté dans 52 pays, qui est l'humain aux commandes. Donc, tant que l'humain reste aux commandes et que l'IA est un allié de l'humain, ça ira très bien. Mais si ça va au-delà, ça peut poser vraiment de gros problèmes. Et donc, je pense aussi que nous devons construire une voie européenne, une troisième voie qui n'est pas la voie chinoise qui contrôle ses citoyens, qui n'est pas peut-être la voie des États-Unis aujourd'hui qui veulent déréglementer, mais une voie européenne qui, par exemple, préconise des systèmes qui respectent les droits européens et les valeurs européennes, donc on a dit non discriminants, qui ne portent pas atteinte à la vie privée, qui protègent les données collectives et personnelles de nos concitoyens et de nos travailleurs, et donc aussi une IA qui soit frugale, parce qu'on n'a pas dit, mais ces systèmes comme l'IA générative sont très consommateurs d'énergie, donc n'aident pas au changement climatique, et donc aussi choisir des modèles frugaux qui ont besoin de moins d'énergie. Voilà, nous pouvons, et ça c'est la bonne nouvelle, encore influencer le développement de l'IA en instaurant des cadres de confiance sur les lieux de travail grâce à une application accrue des représentants des travailleurs et du dialogue social qui co-construit les usages de l'IA, qui expérimente et choisit les outils d'IA que nous voulons, et des outils qui complètent l'activité humaine et rendent effectifs les principes de l'humain aux commandes. Merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite de bon travail, une bonne journée de travail et de réflexion. Merci beaucoup.